président Habyarimana, 3 Français de l'équipage, donc l'ensemble de l'équipage était français. Les 3 Français sont morts dans l'attentat, et même en France, on ne voulait pas enquêter. J'ai trouvé cela étrange, et c'est ainsi que je m'étais lancé dans l'enquête sur cet événement. Il se trouve que je n'avais pas de préjugés, ni en faveur des Hutus, ni en faveur des Tutsis, ni contre les Hutus, ni contre les Tutsis. J'ai encore des amis dans les 2 camps, et finalement, j'ai commencé aussi à avoir des ennemis par rapport aux travaux que j'ai publiés sur cette histoire. Ce qui m'avait animé à ce moment-là, c'était uniquement la vérité et la curiosité professionnelle. Je n'avais aucun intérêt ou aucune relation avec le président défunt, ou les 2 présidents défunts. Je n'avais aucune affinité avec l'ensemble des membres de l'équipage français, mais je me disais que c'était des êtres humains, au-delà du fait qu'il s'agissait de 2 chefs d'État. Je ne comprenais pas pourquoi on parlait uniquement, on tenait absolument à parler de ceux qui sont morts après, mais pas de ceux qui sont morts dès le début de l'événement. Et lorsque j'ai fait cette enquête, elle m'a valu le procès devant le tribunal de grande instance de Paris, la 17e chambre, qui est chargée des délits de presse, où j'ai été accusé par l'État rwandais et par le président Kagame d'avoir diffamé et l'État rwandais et le président rwandais. Il se trouve que mon livre, à l'époque, ne parlait pas du tout de l'État rwandais. Il était question de parler de la rébellion. Mais cette rébellion qui était devenue, qui constituait les forces armées, l'ossature des forces armées rwandaises, le président de la République a considéré que c'est l'État rwandais qui était mis en cause. Donc évidemment, j'ai essayé de m'organiser pour ma défense. Il y avait quand même 3 avocats en face de moi, donc l'État rwandais, son président, avait 3 avocats. Et donc j'ai décidé de fournir les documents au juge, mais surtout, j'avais quand même des témoins de poids. Donc, un d'entre eux n'était autre que le colonel Luc Marshall, qui était le commandant de la force des casques bleus à Kigali, au moment des faits, et surtout, il était chargé de la logistique. Donc c'est lui qui contrôlait effectivement les armes qui étaient transportées par les forces armées rwandaises, les forces armées gouvernementales, mais également la rébellion Tutsi qui était dirigée par Paul Kagame. Donc 48 heures avant le procès, évidemment, certains d'entre vous le savent, le président rwandais et l'État rwandais ont retiré leur plainte dès lors où j'avais fourni mes offres de preuves, notamment 3000 documents, et la liste est de mes témoins. Ce qui signifie tout simplement qu'on nous a privé d'un débat judiciaire important et surtout d'un débat de fond sur l'événement déclencheur des événements du Rwanda. À la suite de cette affaire, j'ai écrit le livre sur la justice internationale. C'était le premier livre qui paraissait sur le tribunal pénal international du Rwanda. Pourquoi? Parce que simplement, j'avais constaté que, en lisant les différents rapports des Nations Unies et en consultant de nombreux témoins, donc le chef de la mission, Jacques-Roger Bobo, qui représentait le secrétaire général de l'ONU au Rwanda, qui m'avait expliqué que au soir de l'attentat, il y a eu une guerre ouverte entre l'armée gouvernementale Hutu et la rébellion Tutsi. Donc forcément, dès lors où cette guerre a été déclenchée, elle a été suivie de massacres de populations civiles. Et dans ces massacres, il y avait les Hutus, donc que ce soit les miliciens ou l'armée gouvernementale Hutu qui commettaient des massacres contre les populations civiles Tutsi, mais également contre les gens, les Hutus qui étaient proches du FPR, donc de la rébellion. Dans le même temps, il y avait également la rébellion Tutsi qui commettait des massacres contre les populations Hutus.
j'ai pu obtenir les cartes des services de renseignement militaires, notamment les cartes de la mémoire, qui montrent avec précision quelle était la puissance militaire de la rébellion Tutsi au moment des événements. Le célèbre général canadien Roméo Dallaire, qui est canadien dans ce pays, a écrit d'ailleurs lui-même un livre dans lequel il reconnaissait avoir eu beaucoup de sympathie et une certaine admiration pour la rébellion Tutsi et pour M. Kagame. Lorsque j'ai fait éditer à l'époque le livre de son patron, qui expliquait que le général Dallaire avait fait venir les membres d'une des parties en conflit, notamment la rébellion, au sein du bureau de l'état-major de la mémoire, en leur présentant les cartes militaires pour qu'ils puissent bombarder les Hutus et les positions de l'armée gouvernementale, il m'a expliqué que c'était une position inacceptable, puisque la mission des Nations Unies n'était pas de prendre parti pour les Hutus ou pour les Tutsis. Le problème, c'est que comme la rébellion Tutsi était soutenue, formée, financée par l'Ouganda et par les États-Unis et la Grande-Bretagne, et que les Hutus étaient uniquement soutenus par la France, on a eu affaire à un affrontement géopolitique entre la France et les États-Unis. Voilà le fond du problème. Et que sur cet affrontement géopolitique, les Hutus ont perdu la bataille avec les Français. L'histoire officielle a donc été écrite par les vainqueurs. Et donc, sur la base de ces discours officiels, tout discours indépendant, toute analyse indépendante, toute réflexion académique sérieuse documentée, eh bien, est devenue irrecevable, y compris dans les universités. C'est donc pour moi un énorme plaisir, et c'est pour cela que je disais que c'était un honneur d'avoir à pouvoir m'exprimer ici aujourd'hui à l'Université d'Ottawa. Parce que, en Europe, c'est devenu quasiment mission impossible. C'est-à-dire que dès lors où vous devez vous exprimer sur le dossier des Grands Lacs, si vous êtes partisan du discours officiel qui, d'emblée, sans discussion, reconnaît que ce qui s'est passé au Rwanda est la faute des Hutus, vous avez tous les médias et toutes les tribunes possibles. Dès lors où vous essayez de remettre en cause le rôle de la rébellion Tutsi, vous avez tous les ennuis également. Et je ne suis pas seul dans cette situation. Le procureur du tribunal pénal international, Mme Carla Del Ponte, lorsque je l'ai rencontrée en 2005, elle m'avait fait pour la première fois beaucoup de confidences, notamment sur le fait que lorsqu'elle avait commencé à juger les Hutus et qu'elle mettait en accusation les Hutus, elle était considérée comme une excellente procureure. Dès lors où elle a rassemblé les preuves, elle avait quand même identifié en République démocratique du Congo, et vous comprendrez pourquoi j'ai commencé à travailler sur le Congo, elle avait identifié, m'avait-elle dit, à peu près 6 sites dans lesquels il y avait des fosses communes qui avaient été créées par les troupes de M. Paul Kagame dans non seulement pendant la conquête du pouvoir, mais surtout lorsqu'ils ont commencé à se déporter à l'est du Congo pour commettre des massacres contre les populations civiles, parce que pour le FPR, l'armée patriotique rwandaise, dirigée par M. Kagame, tous les Hutus, y compris des enfants, sont considérés globalement comme des planificateurs de génocide. Et donc, lorsqu'elle m'a raconté ce qui s'est passé, il s'est trouvé que pour renouveler son mandat, eh bien, les États-Unis et la Grande-Bretagne s'étaient opposés au renouvellement de son mandat. Et l'argument qui avait été soulevé à l'époque par Kofi Annan, le secrétaire général de l'ONU, c'était qu'elle cumulait à la fois les responsabilités du tribunal pénal international pour le Rwanda, mais également les responsabilités du tribunal de l'ex-Yougoslavie. Or, lorsqu'elle avait été désignée, pour présider les deux tribunaux. Donc, à l'époque, tout le monde savait qu'il y avait certainement beaucoup de travail. Mais cet argument n'avait jamais été soulevé tant que Mme Del Ponte travaillait sur les Hutus.
il a été soulevé uniquement lorsqu'elle a commencé à s'intéresser à la rébellion. Donc voilà comment est arrivé mon intérêt pour le tribunal pénal international. Et je considérais tout simplement que le mandat qui avait été confié par le Conseil de sécurité à ce tribunal exigeait que tous les crimes qui ont été commis au Rwanda entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 fassent l'objet d'une investigation approfondie et que les auteurs de ces crimes soient punis. C'est clair, c'est net. Depuis la création du tribunal, jusqu'à ce jour, seuls les Hutus sont identifiés comme des criminels de guerre et des génocidaires. Il a été annexé également au mandat du tribunal pénal international pour le Rwanda qu'il doit participer à la réconciliation. Je pense que dans 2 ans, plus tard, je crois, le tribunal va fermer ses portes. En tout cas, c'est ce qui est prévu. À ce jour, le bilan du tribunal est mitigé. Certains considèrent qu'il a été partial, c'est aussi mon analyse, puisque s'il y a eu des crimes de guerre qui ont été commis au Rwanda, il n'y a pas que des Hutus qui ont fait la guerre tout seuls. S'il est considéré qu'il y a eu des crimes contre l'humanité au Rwanda, on ne peut pas considérer que seuls des Hutus ont commis et les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Et surtout, comment peut-on parvenir à la réconciliation lorsque la justice n'est pas équitable et lorsque on ne prend pas la peine de créer des conditions favorables pour qu'il y ait réconciliation. Donc, ce que je constate, c'est que plus que jamais par le passé, la réconciliation au Rwanda est quasiment devenue une mission impossible. Mais en poursuivant cette enquête, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Lorsqu'en 1997, le président Mobutu est renversé, l'argument qui est avancé dans la presse internationale et surtout par les États-Unis et les grandes puissances, c'était de dire que le régime de Mobutu était un régime dictatorial. Apparemment, ce n'est que dans les années 90 qu'on s'en est aperçu, alors que pendant près de 30 ans, le maréchal Mobutu était, je dirais, l'homme le plus apprécié, le dirigeant le plus apprécié en Afrique centrale, et notamment dans la région des Grands Lacs, puisqu'il était devenu le rempart anticommuniste pendant la période de la guerre froide. Donc en 1997, on a promis aux Congolais qu'on allait tourner la page du système Mobutu et qu'on allait leur apporter la démocratie et la prospérité. Évidemment, tous les Congolais y ont cru. Et lorsque le président Clinton prend la décision de faire intervenir le Rwanda avec tous les autres groupes l'Ouganda dans la constitution de l'AFDL, donc l'Alliance des forces démocratiques de Laurent Désiré Kabila pour prendre le pouvoir et remplacer Mobutu, le Rwanda de M. Kagame fait une proposition en disant que pour participer à cette bataille, il faudrait qu'on laisse participer des unités de l'armée régulière rwandaise dans la chute du président Mobutu. Et le deuxième élément, c'était que M. Laurent Désiré Kabila puisse laisser l'armée rwandaise s'occuper des génocidaires ou tout qui était sur le territoire congolais. À la prise de Kinshasa, James Kabarebe, l'actuel chef d'état-major du Rwanda, est devenu, l'actuel ministre de la Défense du Rwanda est devenu chef d'état-major de l'armée congolaise. Tous les Congolais qui avaient été formés aux États-Unis, en Belgique, en France, étaient globalement considérés par le Rwanda et par M. Kagame comme des officiers corrompus ou des héritiers d'un système corrompu. Donc il fallait absolument
les chasser du pays. Beaucoup d'entre eux sont partis en exil, malgré le fait que ces gens avaient été formés à prix d'or par l'État congolais. L'objectif était très simple, c'était de priver le Congo d'officiers de qualité, d'officiers de valeur, pour assurer la sécurité du pays et la défense du territoire national. Lorsque M. James Kabarebe devient chef d'état-major de l'armée congolaise, évidemment, il place dans les services de renseignement extérieurs et intérieurs une bonne partie des ressortissants rwandais de la communauté de l'ethnie Tutsi. Ce sera le début de la prise en main du contrôle de la RDC par une minorité rwandaise. Ce sera également le début de la brouille entre Laurent-Désiré Kabila et le Rwanda, qui va prendre la décision que ceux qui l'ont accompagné dans sa prise de pouvoir retournent définitivement chez eux parce qu'ils étaient devenus encombrants et de plus en plus étouffants. 1998, le Rwanda envahit officiellement la République démocratique du Congo, sous prétexte encore de poursuivre des génocidaires qui seraient installés dans ce pays et qui menaceraient la sécurité du territoire rwandais. Je décide donc d'enquêter sur ce dossier parce que je me rends compte que l'argument de la présence des génocidaires au Rwanda devient de plus en plus répétitif. Il est régulièrement présenté par le Rwanda comme un élément capital et que on sait aujourd'hui que lorsque l'APL avait pris le pouvoir à Kinshasa, ils ont massacré des populations civiles, Hutus et congolaises pendant la même période. Et qu'il était difficile à l'est du Zaïre, lorsqu'on bombardait les camps de réfugiés, de savoir qui était congolais, qui était réfugié Hutu. La communauté internationale, évidemment, a gardé un silence assourdissant devant cette catastrophe humanitaire. À l'époque, seule Mme Emma Bonino, députée européenne, s'était indignée des massacres de Tingi-Tingi et ailleurs. Elle a été copieusement insultée par ses collègues du Parlement européen, qui considéraient qu'elle prenait des positions qui étaient favorables aux génocidaires Hutus. En poursuivant mon enquête donc sur cet argument des génocidaires à l'est du Zaïre, j'ai publié le livre Setur Tutsi pour simplement expliquer que, quelle que soit la sympathie qu'on peut avoir pour l'ethnie Tutsi, moi j'ai des amis dans sa même ethnie, d'ailleurs mon livre est dédié à Antoine Yetera, un Tutsi issu de la famille royale qui a été marginalisé et par les Hutus et par les Tutsis parce que c'est quelqu'un qui disait la vérité aux deux communautés. Donc ses préoccupations étaient quasiment au-dessus des préoccupations partisanes. Et Antoine Yetera, je me suis lié d'amitié avec lui, il m'a expliqué beaucoup de choses sur son pays. J'ai un autre ami Tutsi qui est actuellement un ancien journaliste que j'ai connu à Washington en 1999, qui est actuellement incarcéré dans les différents générales au Rwanda. Vous comprendrez, et qui avait coécrit mon premier livre, le premier livre que j'avais fait, Les secrets du génocide rwandais, sur l'attentat du 6 avril. Et il était l'une des premières personnes à attirer mon attention sur la gouvernance de Paul Kagame, parce qu'il avait été président de l'association des journalistes du Rwanda juste après la prise de pouvoir du FPR. Et il était, à l'époque, le représentant du FPR en Suisse. Donc, je n'ai pas, dans mes travaux et dans mes écrits, mes préoccupations, je n'ai pas de préoccupations ethniques ou des préoccupations partisanes dans ce dossier. Et je pense que c'est un peu ce qui agace beaucoup de gens, parce que non seulement je n'ai pas de préoccupations partisanes, mais je n'attends quasiment rien, soit des Hutus, soit des Tutsis, pour parler de ce qui, à mon avis, est un problème humain, un drame et une tragédie humaine dans la sous-région.
Donc évidemment, tous ceux qui se sont alliés au FPR et à la rébellion Tutsi et qui défendent quasiment ces positions sont un peu gênés et mal à l'aise lorsqu'ils voient quelqu'un qui n'est pas de la région essayer de parler de façon presque libre sur ce dossier. Et avec quelques documents de première main sur ces événements. Donc, en poursuivant l'enquête sur le Congo, je me pose donc la question de savoir pourquoi la communauté internationale essaye de valider le fait que les événements qui se sont produits en 1994, il n'y a que, comme dans les films américains, d'un côté les méchants et de l'autre les gentils. Alors qu'en réalité, le problème est un peu plus complexe que cela et que finalement, même la terminologie de génocide contre les Tutsis me paraît impropre. Parce que où est-ce qu'on classe, par exemple, les parents de Corneille, le chanteur que vous connaissez ici? Parce que Corneille, la mère de Corneille était Hutu et son père était Tutsi. Et il se trouve que le père de Corneille n'a pas été tué par les Hutus, il a été tué par les rebelles Tutsis lorsqu'ils ont pris la capitale de Kigali parce qu'ils considéraient que le père de Corneille était un traître, c'était un Tutsi qui avait accepté de se soumettre au régime Hutu du président Habyarimana. Et donc, Corneille, par exemple, dans quel camp on va le classer? Il est victime de quoi? Ses parents seraient victimes de quoi? Or, ses parents n'ont pas été tués par les Hutus, ils ont été tués par la rébellion Tutsi. Donc j'ai trouvé que la façon dont l'histoire était racontée, non seulement était inexacte, mais en plus de cela, générait des frustrations par rapport à la vérité historique. Et surtout, à la réalité sociologique du Rwanda. Et j'ai constaté que les Congolais n'ont jamais traversé la frontière en 1994 pour aller commettre des crimes à Kigali, contre la minorité Tutsi par exemple. Mais que les Congolais ont fait mieux que cela. Ils ont accueilli, depuis 1959, et même depuis l'époque coloniale, les Hutus et les Tutsis. Chaque fois qu'ils avaient des problèmes chez eux, ils pouvaient se réfugier au Congo et ils trouvaient toujours un accueil chaleureux. Les Congolais sont même allés beaucoup plus loin que simplement accueillir, puisque le gouvernement du maréchal Mobutu, qui finalement était critiqué, considéré par Kagame comme un gouvernement corrompu, a attribué des bourses à des jeunes Tutsis qui ont été formés, obtenu des diplômes et qui ont travaillé dans la haute administration congolaise, au détriment parfois de Congolais brillants. Et que cela n'a jamais provoqué à l'époque un quelconque malaise. Je trouvais que c'était un peu osé, c'était une forme de trahison que de venir cracher dans la main qui vous a nourri avec beaucoup de générosité et de sympathie.